Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Sisikou, Ayouk Tabé et les autres membres du mouvement séparatiste l'Amazonie veulent arrêter de s'alimenter. Dans un courrier adressé au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le leader du mouvement sécessionniste menace d'entamer une grève de la faim si jamais les avocats n'apportent pas la preuve de vie des détenus exfiltrés des prisons de Kondengui et de Buea à la suite des mutineries des 22 et 23 juillet dernier. Equinox, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information en français présentée par Cédric Nouffelé, suivi quelques instants après du débrief. Tout de suite et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Prison de Yaoundé, Sisikou annonce sa grève. Pour en parler ce soir, je suis avec Martin Zan. Bonsoir Martin. Bonsoir Saint-Jalot. Je suis très content de me retrouver une fois de plus ici. Voilà, bienvenue une fois de plus. Merci. En face de vous, Maître Achille Lodjo. Bonsoir Maître. Bonsoir mon cher Alain, bonsoir à tous les intervenants et bonsoir à vos inconditionnels qui nous regardent actuellement. Voilà, à côté de vous, Alain Djipou. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, et je profite de l'opportunité que m'offre ce plateau pour vous adresser très respectueusement mes chaleureuses condoléances. Vous savez, une maman, c'est la mère de l'humanité, dont nous voulons à travers cette émission rendre un vibrant hommage à cette maman qui nous a quittés il y a quelques jours. Beaucoup de courage et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, merci Alain Djipou, conseiller du directeur de la publication, le Messager. Vous avez une rien n'a changé. Voilà, merci. En face de vous, Prince Joel Mukwege. Quoi comme ça? Thank you very much, Serge Alain Otto. Familiar faces I have, and good evening to the million telespectators of the program Equinox. Million telespectators. Equinox is from some of our findings we discovered is one of the programs that is highly watched out there. So good evening to the million telespectators that are watching us, especially those in the northwest and southwest, given that what we are going to be touching this evening has to do very closely with them. In journalism, we call it proximity. It means what we are touching this evening has a lot to do with them. Voilà, je reviens à vous, Alain Djipou. Les avocats, il y a eu ce mouvement le 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé, suivi de celui de la prison de Buea le 23. Des personnes ont été exfiltrées, interpellées. On parlait de 177 pour la prison de Yaoundé, une vingtaine pour Buea. Toujours aucun signe de vie. Il y a eu cette folle rumeur pendant le week-end qui annonçait Mancho BBC, le leader de la révolution du cercueil, décédé. Mais il y a eu ce tweet, cette sortie du ministère de la Communication pour dire que Mancho BBC est en vie. Et vous comprenez donc pourquoi Sisikou Ayouk, on va le dire comme ça, s'accroche. Il veut des éléments palpables qui montrent que toutes ces personnes sont véritablement, surtout les détenus de la crise anglophone. Est-ce que vous comprenez la sortie de Sisikou? Oui. Ça menace, on va le dire comme ça, menace de grève de la faim. Vous savez, une grève de la faim est l'expression d'un malaise, est l'expression d'une frustration. Jeûner, c'est protester. Oui. Décider de manière souveraine de ne pas s'alimenter, c'est faire preuve de beaucoup de hardiesse pour démontrer un malaise profond que l'on vit. Pour revenir à ce qui s'est passé à la prison principale de Kondengui, on se souvient prison centrale. Prison centrale autant pour moi. Parce qu'il faut faire le distinguo, il faut qu'on précise. Non, effectivement, vous avez prison centrale, c'est Kondengui. Ouais. Les deux sont à Kondengui. Prison principale, c'est pour ceux qui connaissent, ce qu'on appelle l'ancienne BM, où sont détenus les autres. Et la prison secondaire se trouve du côté du cercle, précisément, pour compléter. Donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, après la mutinerie qui a eu cours à la prison centrale le 22 juillet, oui, de Yaoundé, on a essayé le régime en place, ou tout au moins l'administration pénitentiaire a essayé de savoir qui était à la base, n'est-ce pas, de ce soulèvement en milieu carcéral, sans chercher véritablement à aller au fond
des solutions de manière efficace et prompte. On a voulu faire la lumière sur les personnes qui ont été à l'origine, n'est-ce pas, de cette mutinerie. C'est pour cela que un certain nombre de personnalités qui étaient détenues jusque-là, une centaine, vous avez donné un chiffre tout à l'heure, plus d'une centaine, en général, issus des rangs des personnes arrêtées et embastillées dans le cadre de la crise anglophone, ont été enlevées, n'est-ce pas, de cette prison. Depuis lors, que ce soit... Une semaine déjà, plus d'une semaine. Effectivement, puisque nous sommes rendus au 31 juillet, une semaine après, que ce soit leurs co-détenus, que ce soit les familles, que ce soit les proches, personne n'a les nouvelles, n'est-ce pas, de ces personnes enlevées. C'est pour cela que un bon leader, Sissoko Ayou Tabé et les siens, ils sont 9, au total 10, ont pris la décision souveraine, j'allais dire, de protester contre cet autre enlèvement. Et on va tout à l'heure sûrement revenir sur les autres mobiles, parce qu'il n'y a pas que, l'enlèvement de ces personnes. Il y a une kyrielle de raisons que la communication de Sissoko Ayou a relevé pour indiquer les raisons fondatrices, n'est-ce pas, de ce mouvement de grève qui prend racine avec la protestation que l'on sait des conditions, n'est-ce pas, on ne peut plus inhumaines, cruelles, que les détenus vivent dans le milieu carcéral en général. Et singulièrement même, les lenteurs et les lourdeurs judiciaires qui sont à l'origine de l'enfermement et puis du piétinement même des droits des détenus. Alors, comme on le voit... C'est par là que ça a commencé, hein. Effectivement. Et c'est ça qui est le plus révoltant, qu'un pays qui se veut démocratique, un pays où on dit qu'on applique les règles de droit, que les détenus en viennent à être piétinés, à être traités comme des sous-hommes, et leurs droits bafoués, au vu au su de tout le monde, et c'est pas digne d'un état de droit. Donc c'est pour cela que la grève de Sissoko Tabé et les siens est une indication, n'est-ce pas, de cette frustration que les gens veulent bien extérioriser, tout au moins ceux qui sont en détention dans les milieux carcéraux de la République. Péjuel, vous prenez beaucoup de notes là, hein? Vous avez actually dire par rapport à les différents? No, I think I tie with him. I think that, Serge, before we look at l'action de Sissoko, est-ce qu'elle peut porter? Yeah, Serge, there is a lot of there's a lot of untold story behind Sisiko's action. Why? Because Sissoko, from what we gathered, it shows that there has been this social media pressure announcing that Mancho BBC, the coffin revolution, is dead. And you should know that so far when we are talking about the Anglophone crisis, Mancho BBC is one of those who is a spearheaders. Now, so there has been this outcry, or there has been these public statements out there that Mancho BBC, as well as the other 177 detainees, are removed from Kondengi, which is illegal, from what I got from a lawyer, I'm not a lawyer, which is illegal, that were taken out of the Kondengi. Now, Sissoko says they are neither in Kondengi, neither are they at the Secretariat for State for Defense, as said. Which now the problem is, and then when I listened to the Minister of Communications tweet, it would have solved this problem, would not even have been here. Instead of saying they are fine, you would have just said where they are. Well, because, it's simple. Because you say they were taken out of Kondengi. When you say they are fine and they are doing well, it still goes to the problematic. Because the people, what is your strike? Sissoko says he has a lot of reasons, but the major reason is one of the coffin revolutionists, Mancho BBC, must be brought, which as of now, we cannot authoritatively confirm whether he's alive or dead. Why? Because he's neither at the set nor at Kondengi. And the Minister of Communications tweet does not clearly, independently say where he is. That's where the bone of contention is. And I say one of the greatest problems we're having in this country is the fact that we have a government, permit me say it, we have a government that is not proactive. Proactive is solving a problem before it gets there. But we have a kind of a government that only waits for problems to come and then they now come to retaliate. Because we're not supposed to get there. It's very simple. The detainees went on strike. Why? They said they were poorly fed. Sash, I want to give you a small anecdote.
I have volunteered. I've been a teacher in the Buea Central Prison. I've never been a prisoner. But there was, when I was in the university, there was an NGO called Operation Total Impact. I taught English language in the prisons, in the Buea Central Prison. Oui. I saw the living conditions of prisoners in Cameroon. You will not spend 1 hour, they said. You will not. I saw people who, they'll bring you a basin of water, boil, and then later on bring maybe 2 cups of groundnut and pour inside a basin of water. That is soup for prisoners. It is not, it is deplorable. And then if you also look at the nature where they live, the prison, the Kondengi prison was built for 1,500 inmates. How many are there? More than 8,000. That is why the people were revolted. And instead of looking how you can decongest them, because that would have been a way of solving it, you now take people Votre chiffre il est un peu trop fort, hein? 8 000? More than. On parle de 10 000. Statistics. 10 000. Thank you. Oui, déjà. It is very clear, Serge. More than. Now, it would have been very simple. We were not supposed to be here. Because the people have announced a strike. Very simple. We want to see Mancho BBC. Why? Serge, there is no smoke without fire. Anywhere you see smoke go closer, there must have been fire before the smoke is there. Now, when the people, when Sisiko and the others are saying that, they want to know where Mancho BBC and the others are, the Minister of Communication would have saved us the stress. Okay. Mancho BBC and the others are here. The strike would have been called off. Voilà, ça m'amène à vous, Martin Zan. Est-ce que le ministre de la Communication n'aurait pas dû, au lieu de dire qu'il se porte bien, indiquer l'endroit où il se trouve, pour que toute polémique cesse là-dessus? Monsieur Serge Alain-Otto, je commencerai déjà par dire que l'État a ses règles. Et ceux qui parlent pour l'État ont, n'est-ce pas, aussi des règles à suivre. On peut les garder dans un lieu secret. On peut même les garder dans des prisons, dans une prison donnée. Mais on ne laisse pas circuler l'information. Je reviens, n'est-ce pas, sur Siseko Ayoub Tebe, qui est né le 2 mai 1965 dans la Magno. Aujourd'hui, il a 54 ans. Siseko Ayoub Tebe s'accroche sur ce détail, dit que voilà, il va faire une grève de la faim. En réalité, il se retrouve dans son dernier retranchement. L'État est resté debout. Et Siseko Ayoub Tebe n'arrive plus à diriger ses troupes. D'ailleurs, qu'il n'en a même plus. Il n'en a même pas. Il n'en a jamais eu. Donc, au jour d'aujourd'hui, se retrouvant dans son dernier retranchement, il jette, n'est-ce pas, toutes les armes pour dénoncer ce qu'il ne devrait même pas dénoncer. Il doit comprendre qu'il y a la police administrative. Il doit comprendre qu'il y a des secrets d'État. Il doit comprendre que lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'État du Cameroun, le territoire camerounais, il y a des secrets. On ne peut pas tout livrer à tous les Camerounais comme quoi, voilà ce qu'on fait. Ce n'est pas la rue, monsieur Serge, aller autour. C'est que mon copanéliste devrait comprendre que Mancho BBC, où il se trouve, on ne sait pas. S'il est même là, il est peut-être là, mais je vais vous dire... Pourquoi on ne devrait pas savoir? Il y a d'abord le secret défense. Parce que là, il s'agit de la sécurité. C'est un criminel? de l'État. C'est pas un criminel. Alors. Mais s'il était jugé, il serait peut-être jugé pour un crime. Pour le moment, il bénéficie, n'est-ce pas, de la présomption d'innocence. Voilà, pourquoi donc le cacher? Pourquoi le cacher? C'est pourquoi je disais, M. Serge Alain-Otto, que nous avons, il y a des secrets défense. On doit d'abord exploiter tous ceux qui ont été arrêtés. On doit les exploiter avant, n'est-ce pas, d'indiquer l'endroit. Qu'est-ce que vous entendez par exploiter? Ça veut dire quoi, exploiter? Il faut qu'on mène des enquêtes. Pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, cette mutinerie? Qui est à l'origine? Qui réclamait? Quoi? Il réclamait quoi? Ça a commencé par quoi? Dans tous les cas, j'aurais suivi, peut-être pas, j'aurais suivi qu'ils dénonçaient les conditions de détention. Cela m'amène... Non, pas eux. Mancho BBC et les autres, c'était pour autre chose. Les lenteurs, les lourdeurs administratives. Les lenteurs, les lourdeurs administratives. Je suis même très content judiciaire. Parce que Judiciaire. Voilà, judiciaire. Monsieur Serge Alain-Otto, vous m'amenez tout droit dans un problème. Ah, et il y a quelqu'un qui a géré, qui était ministre délégué à la défense dans cette prison. Qu'est-ce que cette personne a fait? Au cours des lenteurs, il s'agit du professeur Maurice Camteau, qui était ministre délégué à la justice. Pourquoi lui n'a pas solutionné ces lourdeurs? Mais au jour d'aujourd'hui, il est victime. Comment? Ok. Maître Ledjo, sur cette situation, est-ce que l'action menée par
Sissikou Ayouk et les autres, parce qu'il n'est pas seul dans cette démarche, est-ce que ça peut pousser l'exécutif, il faut le dire comme ça, à dire exactement où sont, à donner des signes de vie de Mancho et les autres? Ben voilà, Monsieur Serge, il faut le dire d'entrée de jeu que l'on veut ou pas, c'est une pression supplémentaire sur les gouvernants de Yaoundé. Mais avant d'entrer en profondeur relativement à votre question, permettez que je fasse quelques observations sur les propos du précédent orateur. Je comprends un peu de tout et il faut clarifier la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent actuellement. J'ai entendu parler des secrets défense. J'ai entendu ici parler des secrets d'État. Mais ce sont des gros mots. Il faut comprendre que lorsque vous privez quelqu'un de sa liberté, il a droit à un procès équitable. Ça, ce sont les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Avant le procès même. Vous ne pouvez pas, j'en arrive, vous ne pouvez pas exfiltrer des gens et on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas dans quelles conditions ils se trouvent et vous venez sur un plateau de télévision parler de secrets défense. Vous parlez d'exploitation, il faut les exploiter. Est-ce que vous savez qu'ils ont droit d'un conseil lors de cette exploitation dont vous parlez, lors de ces enquêtes? Donc, Monsieur Serge, qu'est-ce que je dirais? Je dirais tout simplement que l'action de Monsieur Ayouk Tabé est la résultante d'une gestion calamiteuse, tellement floue de ce qui est venu, qu'on appelle aujourd'hui la mutinerie de Kondengui du 22 juillet 2019. En réalité, le gouvernement de la République continue à pécher par sa gestion opaque, par sa logique de déni de la réalité. Lorsque la mutinerie éclate et qu'ils se mettent à exfiltrer d'autres prisonniers, nous comprenons, et la lecture qu'on en fait, c'est que ils ont vite compris que ce serait une bombe à retardement que de mêler ce que je peux appeler aujourd'hui, ou alors mettons ça entre guillemets, les frondeurs ou les influenceurs de conscience, avec ceux qui ne connaissent vraiment, qui sont un peu bleus. Alors, ce serait une bombe à retardement que de mêler ceux-là à ces derniers. Alors, il est donc question pour eux, ça c'est des calculs politiciens, il est question pour eux d'essayer de les dispatcher dans d'autres pénitenciers. Mais l'obligation, et ça c'est un droit pour tous ces détenus, le gouvernement avait l'obligation ou a l'obligation d'indiquer ce ne reste à leurs conseils respectifs tel et tel seront transférés dans tel autre pénitencier, ainsi de suite. Ça permet à ce que les conseils puissent avoir une lisibilité. Je m'arrête même au niveau des conseils. Non, les familles. Parce que si je m'en vais au niveau des familles, c'est plus lourd. Non, vous ne pouvez pas écarter les familles ont été interdites de visite. Vous ne pouvez pas écarter les familles. Je reste au niveau des conseils parce que les conseils ont un droit légal pour entrer dans cette pénitentiaire. On est d'accord, et surtout pour assister. Parce que la famille peut arriver par des bisbilles ou alors des arguments fallacieux. On va vous bloquer à la porte, vous n'entrez pas. Mais le conseil, lui, doit entrer. C'est pourquoi je me casse pour le moment au niveau des conseils, sans toutefois négliger le volet familial. Alors, il est question que le gouvernement puisse faire une lisibilité dans la gestion du dispatching de ces détenus. Au moins au niveau, je dis bien au moins au niveau des conseils. On se rend tout simplement compte que c'est devenu comme si la prison pour le gouvernement est vraiment un moyen pour opprimer. Non, les prisonniers ont des droits, ce ne sont pas des sous-hommes. Et l'action de Ayouk, est-ce que ça pourra prospérer? Moi, je pense tout simplement, sans être dans le secret des dieux, que c'est une pression supplémentaire sur le gouvernement, car aller jusqu'à prendre la décision suivant laquelle l'on devrait entrer en grève, puisque pour le moment, il faut aussi être clair, c'est encore à l'étape d'une menace. Je dis
la décision de Ayoub, c'est encore à l'étape de la menace d'entrer en grève de la faim. Alors, s'il advient que ce dernier entre vraiment dans cette grève, ce serait écorner davantage l'image du Cameroun, qui est déjà l'un des derniers en matière de démocratie. Un bon mauvais élève, comprenez bien le paradoxe, un bon mauvais élève en matière de démocratie, oui, dont les stylistes comprennent bien ce que je suis en train de dire. Justement. Donc, on ne devrait pas blaguer avec les droits fondamentaux des détenus en mettant au devant de la scène, ou alors comme un prétexte tellement fallacieux, secret défense, secret d'État. Je vous dis que s'il faut rentrer sur l'étymologie de ce groupe de mots, c'est plus significatif que ce qu'on est en train de vouloir faire comprendre aux téléspectateurs. Alain Djipo, lorsqu'on parlait de cette mutinerie à Kondengui, des personnes avaient applaudi le fait qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine. On a même brandi quelques jours après ce qui s'est passé dans une prison au Brésil où il y a eu plus de 500 morts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec cette situation où des gens ont été exfiltrés et de Yaoundé et de Buea, une quarantaine, au niveau de Buea, on a dit une trentaine tout à l'heure, on a rectifié, c'est 44 depuis Buea. Est-ce que cette situation, si où on ne sait pas où se trouvent ces personnes-là, ne vient pas jeter comme ça de l'huile au feu? Vous avez parfaitement raison, parce que cette situation, s'il ne vient pas aggraver ce qu'on s'est dit, les choses étaient entre guillemets bien passées. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais maintenant que les gens soient portés disparus, pas de nouvelles, est-ce que ce n'est pas très dangereux et grave? Vous savez très bien que l'histoire contemporaine nous enseigne que certaines révolutions ont commencé dans les milieux carcéraux. La prise de la Bastille. Bastille était une prison, il me semble. Donc, pour indiquer que peut-être la libération du Cameroun viendrait des milieux carcéraux. On ne sait jamais. Parce que, figurez-vous que depuis un certain temps, les problèmes liés aux mauvaises conditions de détention dans l'univers carcéral au Cameroun sont sur la table depuis plusieurs années. On parle de surpeuplement. Et ce surpeuplement, cette surpopulation est liée aux lenteurs judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font non-respect des procédures. Une dizaine d'années sans avoir été appelées une seule fois à la barre pour être jugés. Il y a des gens qui sont en attente de jugement. Et donc, tout cela, on a le sentiment que au Cameroun, l'enfermement est la règle, la mise en liberté l'exception. Dès lors que vous êtes en situation d'infraction, tout de suite, le magistrat, le premier réflexe du magistrat, c'est de vous envoyer en prison. Je ne veux pas ici donner des leçons de droit à qui que ce soit, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur un fait qui est suffisamment grave, parce qu'en réalité, la prison ne devrait pas être un lieu où l'être humain perd son humanité. Dans nos prisons, on assiste à un spectacle de plus désolant. Non seulement la promiscuité qui est monnaie courante, mais ensuite les conditions de vie. Des familles sont privées des visites, des détenus sont privés des visites familiales. Même le contenu de l'alimentation, on parlait même de grève de la faim tout à l'heure, je m'interroge même que peut-être serait même mieux pour lui de ne pas manger. Vous avez suivi le descriptif de la prison de Buea tout à l'heure. Avec ça, les détenus ne peuvent que mourir de rachitisme et autres maladies. Et donc, ces conditions cruelles, au lieu que l'État se penche sur les questions pour humaniser les prisons, on essaie plutôt de trouver des boucs émissaires, on essaie plutôt de casser le thermomètre au lieu de prendre connaissance du niveau de température pour indiquer que effectivement la situation est grande, est grave. Bon, et ce d'autant plus que au niveau de Kondengui, on a créé comme une espèce d'apartheid. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Il y a des super détenus, il y a des détenus de bas étage. Et bref, c'est pas le même destin pour tout le monde là-bas. Et c'est un univers des plus difficiles. Aujourd'hui, l'État devrait mettre en place des cadres de réflexion pour voir comment accélérer les procédures en matière les procédures en matière judiciaire, justement, pour permettre d'évacuer, pour permettre de vider rapidement les dossiers qui sont en instance. Je me souviens, il fut un temps où même certains magistrats, les procureurs de la République, faisaient des tours dans les prisons. Ils rendaient visite au quotidien. Ils libéraient quelques-uns, demandaient aux autres d'être patients, interrogeaient les détenus pour savoir à quel niveau on en est avec leur situation. Je ne sais pas si c'est pratique dans le futur camp. Pour que chaque jour, la population carcérale croisse. C'est quand même extraordinaire. Qu'on en vienne dans un pénitentiaire. C'est pourquoi, Alain Djipo, c'est pourquoi, lorsque aujourd'hui, on vous dit comme ça que vous serez déféré demain, pour vous, c'est la porte de prison. Il vaut mieux même éviter, si c'est possible. C'est à ce stade qu'on en est arrivé. Oui, c'est comme un enfer, c'est un mouroir. C'est pour cela que, quand je vous dis... Lorsque les gens vous appellent, ils disent non, on sera déféré aujourd'hui, ils savent que c'est la... C'est un mouroir. La prison aujourd'hui au Cameroun est devenue une poudrière. C'est un milieu extrêmement dangereux, où il y a tous les trafics. On sait. C'est une ignorance quand même. Ok. Pardon? Non. Ok, donc moi je poursuis en disant simplement pour conclure là-dessus que en réalité, il faut bien que le régime de Yaoundé prenne ses responsabilités en main pour trouver des solutions extrêmement urgentes aux situations globales dans les pénitentiaires de la République. Parce qu'il n'y a pas que, c'est pas parce qu'il y a eu soulèvement à Yaoundé et à Boya qu'on va croire que dans les autres prisons, il n'y a pas de problème. C'est les mêmes problèmes, c'est la même nature de problème un peu partout. Il faut trouver des solutions globales à des problèmes globaux. Alain Djipo nous a fait comprendre qu'au niveau de Newbel ici, à côté de nous, le régisseur a entamé le dialogue, son dialogue inclusif avec les prisonniers. Permis de désamorcer la bombe de ce côté. Je salue à tout rompre cette initiative, parce que gouverner, c'est prévoir. Oui. Et quand la maison du voisin brûle, il faut s'attendre à ce que les répercussions n'arrivent pas chez soi. Donc, le régisseur de la prison de Newbel était fondé d'anticiper un peu sur un éventuel soulèvement. Donc, je lui tire d'ailleurs un coup de chapeau pour ce réflexe. C'est ça qu'on demande à l'administration, au régime, d'anticiper sur des situations pour éviter la catastrophe. Ou bien le catastrophisme ambiant. Ok. Prince Joel, est-ce que lorsque Sissikou Ayiouk et les autres en arrivent à cette menace, alors qu'il y a eu la sortie du ministre de la Communication hier, est-ce que Sissikou et les autres ont d'autres informations sur le cas Mancho BBC? That is what I first of all said yesterday. You know, Mancho BBC is just one of the reasons. Oui. Okay? And we're talking now, one of the defense lawyers of Sisiko, Tabek, and Yuk and the others is in the hospital. He was brutalized when they were going to court. Those are some of the things that push the people. And another reason is the fact that Sisiko Ayuk... Voilà pourquoi le collectif des avocats a mis un bandeau rouge. Correct. And another reason is the fact that Sisiko says clearly that they are being prevented. Visits are not allowed. Mm-hmm. You cannot have somebody who is in prison and his family members cannot see him. Okay, he says. Because if we look at what is a prison, what is a prison? A prison in the Western world is a correction center. It's a place where once you go in, you come out with a lesson. It's a place where they feel that you committed a crime and they send you there. When you come out, you're a different person. I was extremely shocked, perplexed by what the jurist was saying. He's a legal man. I didn't expect this from him. Why? One, Mancho BBC has already been judged and condemned for 15 years. Oui. It means that he is already judged and condemned. It means that he should be where they should see him, and after 15 years, they either bring him out. Plus besoin de l'exploiter. You cannot take him again to another place. You're a jurist, I believe so. And the law, I'm not a lawyer, the law, I spoke with a lawyer before I came here. You cannot transfer a prisoner from one prison to the other. It is the law. They must go back to court. It is a court that must hear that prisoner before transferring him. These are some of the things that push the people. And says, remember that the Anglophone crisis started very simple. We are still going through something like this. We are 3 years into it. One, a few people made in a consortium that was later banned. Now, Sisiko and the others are planning a hunger strike, and the government is minimizing it.
we shall have danger things ahead. I'm not a prophet of doom, but I feel that Sisiko Tabe Ayuki is very stained. If you follow the points he wrote, they are very stained. Like I said, 8 points. And like I'm saying, Serge, there is no smoke without fire. Sisiko Tabe Ayuki and the others have information. They either feel that one of theirs is in bad conditions. Ils sont quand même en vie? That is what I cannot answer. Sesh, I want to tell you something. As you bring the experience I had as a teacher in the Boya Central Prison. Oui. There is one part of the Boya Central Prison called the salty cell. That's how prisoner calls it. When I ask them, they say the salty cell. Sesh, this part of the prison has water up to this level. And it is meant only for those who still commit crimes while in prison. They take you there, they keep you for like 3 days. There is no light in that room. La prison de la prison. The prison of prisons. So it is some of these things that is pushing the Sisiko Tabe Ayuki and the others to feel that one of theirs is not in good condition. Because we know what the Cameroon government is capable of doing. We know what is going on in this country. Okay? So it is this fear that has pushed them. And like I said from the one session, we will not be up to this level if the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, simply said, I am shocked. I am still shocked that the jurist on seat says it is self-defense. Yeah, that it is legal administrative secret. What administrative secret can it be to take a prisoner who has already been condemned for 15 years to another place? The people do not know where he is. Even his other associates do not know where he is. Sesh, I want to tell you that it's mounting pressure in the Northwest. People are writing on social media. And I fear what may happen to the country if something bad happens to Mancho BBC. Remember, Serge, maybe we are forgetting the person we are talking about. This is a person who took the streets of Bamenda hostage, Commercial Avenue, when he came out in a coffin, denouncing what he denounced. He was sentenced. The people were still calm. You still take him again and confine him to a place and you don't disclose. I think that says the only way we can solve this thing is for the government to declare to the people, to the masses, where the Mancho BBC and the others are, in order for us to come out. If not, worse things may happen. Voilà. Martin Zan, parlant de Mancho BBC, on l'a dit, il a été condamné à 15 ans de prison, déjà, et aujourd'hui, il y a quelques semaines, il a été à l'origine de ce qu'on a appelé Back to School, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que Mancho BBC devrait... Voilà quelqu'un qui appelle au retour de l'école. Sauf qu'il s'est retrouvé aussi... Est-ce qu'il doit mériter ça? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'arrête, M. Sejalou? C'est parce qu'il a été impliqué. Ah, vous avez bien les conclusions. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour rien, M. Sejalou. Arrêter en prison. Et il y a quelque chose. Si, ce que vous devez savoir, mon co-panéliste et vous savez, il a dit quelque chose. Il y a le principe de la double condamnation triple. Dès lors que vous êtes dans un établissement pénitentiaire, que vous purgez votre peine, si vous commettez une autre infraction là-bas, on vous condamne. Hein? Ça c'est clair, ça ne se discute pas. Aussi, nous avons un problème sur... il y a ce qu'on appelle le transfert. Le prisonnier peut demander son transfert d'une prison pour une autre. L'administration peut aussi demander pour des mesures de sécurité le transfert d'un détenu d'une prison d'une prison pour une autre. Monsieur, vous devez relire, vous avez parlé du code, vous devez le relire. Donc pour le cas, il s'agit d'un transfert, c'est ce que vous voulez nous faire. Nous ne sommes pas encore là. Il transféré, bon oui, admettons, Martin Zan, il est transféré à quelle prison? Oui, monsieur, il est transféré donc à quelle prison? Pour le moment, nous n'avons pas encore c'est quoi vous parlez donc de transfert? Secret défense. Je suis en train de lui expliquer que voilà, on peut condamner quelqu'un plusieurs fois. La personne peut aussi, n'est-ce pas, être le sujet à transfert. Il faudrait comprendre ici que le ministre Sadi, c'est quelqu'un qui sait travailler. On sait de ce monsieur la technique administrative. Voilà quelqu'un qui sait communiquer. Pour le moment, je vous le dis, monsieur le ministre Sadi, il communique pour un gouvernement. Et le gouvernement, c'est le gouvernement du Cameroun. J'ai pitié de ce ministre. Et nous avons, n'est-ce pas, des techniques administratives pour pouvoir communiquer avec le peuple lorsque le gouvernement
communique avec son peuple. Nous sommes dans une période d'insécurité. Nous avons des mutineries. Nous avons, dans le nord, nous avons Boko Haram, et le sud-ouest et le nord-ouest, nous avons le mouvement sécessionniste. Vous croyez que dans un tel contexte, un ministre peut signer un communiqué et mettre l'État dans la rue? Cela ne peut pas se faire, même si on empruntait une dizaine. Je vous le dis, le ministre Sadi est dans son bon rôle. Vous savez la fin et nous attendons Amnesty. Ça ira. Le ministre Sadi finira, n'est-ce pas, par dire où se trouvent les détenus. Quand? À quelle heure? Nous attendons. Wait and see. That is what says. That is what pushed us for 3 years of crisis. We should be very objective when we do things, okay? Because when I listen to him say, I have the impression that he came here to sing praises for Rene Sadi. That's the impression I have. Because we cannot be in a crisis moment. We are talking about 177 individuals who cannot be accounted for, and you say le moment va arriver. That is terrible. These are not words you should use. If somebody, maybe a relation of Mancho BBC, yes, you saying this, you follow the fall. Moi-même, j'aurais bien voulu vous entendre lorsque les sécessionnistes en Bazozo assassinaient les gens dans le nord-ouest et le sud. Non, on ne va pas. Oui, monsieur Serge, je vous en prie. J'ai compris. Nous sommes un plateau sérieux et que nous soit, c'est une émission sérieuse. Et oui, monsieur Serge. Ne permet pas ces écarts de langage. Oui, allez-y. Mon cher Serge, il y a des choses que l'on ne peut pas laisser passer. Nous ne sommes pas ici en train de dire que l'administration ou le gouvernement n'a pas le droit de transférer un détenu ou un prisonnier. Nous ne sommes pas en train de dire que le transfèrement ou le transfert est illégal. Non. Nous sommes en train de dire que si vous transférez un détenu, vous devez au moins, que ce soit à sa famille ou ses conseils, leur dire que tel détenu est désormais ou va désormais purger sa peine à tel endroit. Il faut qu'on se comprenne bien. À Yaoundé, si mes chiffres sont bons, on parle de 177 elfistrés. À Boya, 44. Il faut bien que Martin Zan le comprenne. Nous ne sommes pas ici en train, ça n'a rien à voir avec ce que le gros concept que vous avez parlé de secret défense. On parle de secret défense pour désigner le niveau d'habilitation, d'accès à un document gouvernemental ou militaire. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est quelqu'un qui est privé de sa liberté, soit. Et maintenant, il doit normalement être admis dans un pénitencier. C'est la maison d'arrêt, la prison. Si vous voulez le transférer, que cela soit lisible, que cela se passe suivant les règles de l'art. L'on ne peut pas, monsieur Zan, prendre votre petit frère, votre petite soeur, et vous venez lui rendre visite, on vous fait comprendre qu'il n'est plus là, il a été transféré dans un autre pénitencier. Quel serait votre sentiment? Il fait l'objet d'une sentiment. Je ne suis pas tenté de dire qu'on ne doit pas le poursuivre. Il doit être transféré ailleurs, mais vous devez informer ses proches et ses conseils. Le ministre Sadi le fera. Dorénavant, il est admis dans tel autre pénitencier. Le gouvernement de la République, les tenants de pouvoir de Yaoundé brillent toujours par cette... Je vous ai dit quelque chose ici, même je crois la dernière fois, ne sous-estimez pas ces influenceurs d'opinion et de conscience qui sont en Kondengui. Ne les sous-estimez pas. Le fait que vous allez toujours vous cadrer dans votre logique de déni va toujours radicaliser le peuple. Nous sommes dans un processus de dialogue inclusif. Et tous les partenaires nationaux et internationaux du Cameroun sont en train d'attirer l'attention, sont en train de nous amener à jeter les bases, à jeter les balises de ce dialogue tant annoncé qui tarde à venir. Nous pensons sincèrement que le gouvernement gagnerait, le gouvernement du RDPC gagnerait à faire la lisibilité d'abord
sur l'état des exfiltrés du 22 vous donnez et du 23 juin. Des injonctions à un ministre maintenant. Ce n'est pas des injonctions, ce sont une offre même que je fais au gouvernement. Okay, il faut bien comprendre cela. Merci. Merci Achille Ledjo, on va revenir. Bonsoir madame, monsieur, nous allons donc marquer notre première pause, le temps de rencontrer Cédric Noufélé pour nous donner quelques titres du journal de 20h qui va présenter une fois de plus pour nous. Cédric, le sommaire, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, c'est la société civile qui dénonce l'indifférence du gouvernement face à ce problème de surpopulation carcérale qui se pose depuis de nombreuses années. Les défenseurs des droits humains exigent des explications sur l'exfiltration de certains prévenus et détenus vers des destinations non communiquées de façon officielle jusqu'à ce jour. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et aux Nations Unies, ce sont des critiques qui fusent sur Antonio Guterres. Selon Human Rights Watch, le secrétaire général des Nations Unies a omis de parler de la situation dramatique des enfants victimes de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il vient de rendre public un rapport sur la situation des enfants dans les zones en conflit, et le cas du Cameroun n'a pas été évoqué de façon exhaustive. Et savoir Human Rights Watch, nous en parlerons ce soir dans le journal de 20h. Dans le cas de l'éducation, il y a de nombreuses plaintes encore des candidats au brevet de technicien supérieur. Après la publication des résultats, ils contestent leur échec et déplorent le système de calcul de leurs points qui a abouti à un échec important dans le cadre du BTS session 2019. Comment en est-on arrivé là? C'est l'enquête du 20h. Et dans la page internationale, nous nous intéresserons à un autre problème qui se pose également sur le continent africain. C'est le système éducatif universitaire en inadéquation avec les besoins du marché de l'emploi sur le continent africain. Quelles en sont les causes et les solutions? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, fin de cette première partie, madame, monsieur, et qu'il en soit. On se retrouve après le journal pour le temps du débrief. Madame, monsieur, place tout de suite au journal. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Martin Zan, Brice Joël Moukage, Alain Djipou et Maître Achille Ledjo. Maître Ledjo, le livre, vos parents achetaient vos livres où? Ben voilà, il faut dire que cette problématique pose une autre, celle de l'épaisseur du porte-monnaie du Camerounais moyen. Parce que voyez-vous, ce business de poteau est quelque chose qui a beaucoup avantagé les parents. Quand vous regardez ce qu'un parent peut gagner. Et les prix sont différents au poteau? Non, les prix ne sont pas différents, seulement alors, pourquoi vous parlez de non, je dis ces prix sont exorbitants à la librairie. Au poteau, c'est les secondes mains. Il y a de quoi... Oui, je demande donc, est-ce que le prix... Oui, justement. Il y a une différence une différence substantielle. Quand un parent a 4-5 enfants, vous comprenez que ce serait très difficile de se présenter toutes les années à la librairie pour pouvoir acheter les livres neufs aux parents, je veux dire aux enfants. Je ne suis pas ici en train de faire un procès contre cet énoncé de librairie. Je veux tout simplement faire comprendre que il y a une problématique en amont, c'est-à-dire celle de l'épaisseur du porte-monnaie du client qui est l'éventuel parent. Donc, le secteur du poteau, pour moi, devrait plutôt être régularisé. On ne peut pas, parce qu'il y a des familles qui vivent de cela. Et il y a aussi de l'autre côté des libraires qui payent des taxes et beaucoup d'autres frais. Donc moi, je pense tout simplement qu'il y a deux intérêts que l'on ne peut pas négliger. Okay. D'un côté, il y a des libraires qui font des revenus à l'État du Cameroun. De l'autre côté, il y a le poteau, le business du poteau, qui joue d'abord un premier rôle, celui du social. Ok. Martin Zan, vous comprenez pourquoi les libraires s'insurgent contre ces établissements scolaires qui deviennent des librairies?
Effectivement, M. Serge-Alain tout, mais il faut tout de même reconnaître d'entrée de jeu que l'acte uniforme OHADA portant droit commercial général ne reconnaît pas la qualité de commerçant aux promoteurs des établissements scolaires. Ceux-ci ont des agréments pour, n'est-ce pas, ouvrir leurs établissements scolaires et mener les activités liées à la scolarité, mais n'ont pas d'agrément, n'est-ce pas, ne sont, n'est-ce pas inscrits au registre de commerce pour pouvoir exercer comme étant commerçants. Sur ce, M. Serge-Alain tout, ils sont, n'est-ce pas, dans la dérive. Il va falloir que l'État les recalibre. Mais, quant aux vendeurs du poteau... L'État n'est pas au courant de ces pratiques? L'État peut être au courant. Il peut être ou bien... L'État est même déjà au courant. Et pourquoi il ne fait rien? L'État favorise, parce qu'il faut que les familles démunies aient accès, n'est-ce pas, aux livres. Donc, on peut laisser cette situation perdurer parce que... les familles démunies qui s'approprient... Donc, le livre est moins cher à l'établissement quand on le vend à l'établissement? Non. Je suis en train de dire ceci, que l'établissement ne devrait même pas vendre parce que l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ne reconnaît pas la qualité de commerçant aux promoteurs des établissements, des établissements scolaires. Mais ceux du poteau peuvent aussi le pratiquer dès lors qu'ils sont enregistrés au registre de commerce. S'ils ont leur registre de commerce, parce qu'ils sont nombreux au poteau qui, n'est-ce pas, obéissent à la réglementation en vigueur, et il y en a aussi qui n'obéissent pas. Donc ceux qui obéissent, oui, ceux qui obéissent peuvent, n'est-ce pas, aussi, ils peuvent acheter et revendre. C'est même ça que l'acte uniforme. Vous voulez dire que tous ceux qui vendent au marché là doivent avoir la qualité de commerçant? J'ai dit ce sont des activités qu'ils exercent par pis-aller, c'est-à-dire par manque. C'est-à-dire ils ne le font pas parce qu'ils le veulent. Et justement, le gouvernement devait même comprendre que c'est une façon de couvrir leur laxisme et cette malgouvernance que ces jeunes se retrouvent à vendre ces livres au poteau. Imaginez un seul instant. Moi, je vous dis parce que moi, je sors d'une famille aussi modeste en termes de revenus. Imaginez un seul instant que l'on éradique totalement le phénomène du poteau. C'est remplir les poches des libraires, je ne suis pas contre, mais c'est créer de l'autre côté une crise que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça veut dire qu'on ne s'est pas compris. Il faut qu'on se comprenne bien. Vous ne m'avez pas compris. Parce que je suis, n'est-ce pas, dans le même chemin que vous. C'est vous qui emboîtez le pas sur moi. Je vous dis plutôt que c'est bien. Cette situation, les promoteurs des établissements scolaires ne devraient pas vendre les livres. Par contre, ceux qui sont au poteau, certains ont des registres de commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Au poteau. Moi, je finance ces gens. On se comprend bien, poteau. Ce sont ces gens qui posent 4, je vais dire un tabouret ou alors une tablette de 4 par là et déposent les livres là-dessus. J'espère qu'on se comprend bien sur le concept de poteau là et ce phénomène-là. Attendez que je vous explique. Vous ne savez pas que quelqu'un peut avoir un local. Il loue et il tombe en faillite. Vous voyez, il prend maintenant le tabouret, il vient placer ses livres en route. Mais il enregistre le commerce. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels. C'est pourquoi je parle de cette... Ce sont des jeunes qui exercent ce métier par pis-aller. Ils le local et se retrouvent non, c'est pas... Tout cela est consubstantiel à la malgouvernance que nous vivons dans ce pays. Les jeunes n'ont pas accès à un emploi décent. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Il faut juste régulariser le secteur. What do you have to say about it? Serge, first of all, I want to tie with Metro Ledger what he's saying. I think that, first of all, the educational system is not very expensive because when some of us used to go to school, government school used to be, if not 700, 800 francs. The educational system, first of all, is very costly. Now, coming to say that textbooks have to have specific areas where people will get them, it's like reducing and penalizing the parents. Because I remember when we used to go to school, say some of our parents used to take the books of our elder brothers. Justement. They go to the person who is selling and now give the old one. If you're going to maybe say from 3, they bring the book of maybe from 2, give the person who is selling, the man now gives him the one for from 3 and he adds some coin. But now when you have a situation where books have to have a particular process where they need to get them, it's problematic. It means that the problem is going to fall more on the poor. The rich has no problem with it. There are people who paid the school fees for their children for primary school for 1 million, 2 million. But we are looking at the poor person who is concerned. That's the first thing.
because it is going to render, and we're living now in a time where, in most schools, textbooks is obligatory. I was taken and shocked. When we used to go to school, you could manage one exercise book in primary school. You could use one exercise book for even 3-4 subjects. It is not the case today in Cameroon. Today in Cameroon, you pay the school fees of your child, but that child meets you in the house for not having a textbook. I started asking myself the relationship between a textbook and the classroom. It's very true that textbooks go a long way to enrich or add something to the child. And says, if we are saying so, we're also penalizing. Remember that those who sell textbooks alongside the road is a source of employment. There are people who pay their rents through it. There are people who send their children to school through it. There are people who, in fact, their daily activities in life depends on the books they sell. So when you come and take them off, it's like sending them where they will not longer have another source of employment. Mais les libraires, vous sortiront leur discours aussi pour défendre. Pour payer les taxes et tout ça. Il y a cette petite concurrence déloyale là qui ne veulent pas. Correct. And such another problem. Payer les locaux, l'État, les taxes et tout ça. That is it. And such another great thing that we also need to point is the fact that there is one problem I've always had with the books. I'm not criticizing the Minister of Secondary Education. You know, Serge, lately I've discovered that for a textbook to be selected and put on the program, it depends on a relationship. Okay? Yeah, because when you look at some of the documents that children read, some of them are even pornographic. Okay? Some of the documents may not even go that way to enrich the educational life. Cinquième l'année dernière, correct. On a retiré les pages. Correct. Some of those documents may not even go to enrich the educational system of the child. Right. So the major issue here, Sesh, is the fact that the government needs to rethink. Because I think that the government is targeting the rich and not the poor. Because it's the poor that is affected here. We are talking about a mother who barely pays the school fees. There are parents who take that at the end of the third term, their children do not come back with report cards because they have not paid fees. Now you're obliging them to go buy textbooks. That's another bone of contention that a government needs to think that we still have few months to the back to school. Ok. Alain Djipo, cette situation, les établissements, parfois, on impose aux parents les livres, l'achat des livres, là, l'établissement, l'uniforme et la tenue de sport, tout doit s'acheter à l'établissement, jusqu'au livre. Vous comprenez la sortie du syndicat des libraires? Cette sortie peut se comprendre à plusieurs niveaux. Oui. C'est d'autant que, de manière globale, dans ce pays, on ne respecte aucun cadre normatif. La législation est bafouée au quotidien. Il y a bien des textes qui indiquent clairement que les établissements scolaires ne doivent pas être les centres commerciaux où on vend manuels scolaires, tenues scolaires et autres accessoires pour l'élève. Mais malheureusement, le constat qu'on peut faire, c'est que ces établissements, malgré l'existence, n'est-ce pas, d'un cadre qui encadre justement l'activité scolaire, on se fiche pas mal, n'est-ce pas, de ce cadre. Et bonjour la dérive que nous déplorons ce soir. Et sur la problématique du livre, je voudrais quand même indiquer que ça fait quand même... elle est bien loin derrière nous, l'époque où nos aînés partageaient avec nous cadets un seul manuel par matière. C'est-à-dire que dès que les parents ont consenti d'énormes sacrifices pour acheter un livre tout neuf en librairie, l'aîné avait la responsabilité de le conserver jalousement. On mettait la couverture. On mettait la couverture. Le cadet en utilise bien après, 10-15 ans après. Aujourd'hui, c'est terminé. Chaque année, on change le manuel. Et pour évidemment comprendre que le Conseil national d'agrément de manuels scolaires est souvent taxé d'être de mèche avec les éditeurs, les auteurs pour monter les enchères et chambouler les manuels scolaires à toute la rentrée. Et puis c'est un scénario qui est agité à la veille de chaque rentrée. C'est comme devenu, comme qui dirait dans le langage qui est le nôtre, un marronnier. À chaque veille, à chaque approche de rentrée scolaire, quand ce n'est pas les établissements scolaires
clandestins qui sont fermés, on sort des longues listes, aussi bien du secondaire que de l'éducation nationale. C'est les questions liées au manuel scolaire. Il y a toute une agitation. Le premier trimestre passe, le second arrive à moitié sans qu'on ait les livres, sans que les livres soient présents dans les rayons de librairie. Et c'est ça aussi l'une des raisons pour lesquelles parfois les parents sont, malgré eux, compte tenu de la modicité du matelas financier qui est la leur, du Camerounais moyen, on est obligé de se rabattre au niveau de la librairie du Poteau, qui en réalité est un marché des livres d'occasion, des livres de seconde main. Exactement avec les véhicules. Avoir un véhicule tout neuf, flambant neuf, n'est pas donné à monsieur tout le monde. Tout le monde, la majorité des Camerounais s'approvisionnent en termes de véhicules à l'hôtel du Ndé, pour ce qui est du Douala que vous connaissez très bien. Même, hein. Voilà. Sans publicité, bien sûr. Bon, il n'y a pas de publicité. C'est juste une indication spatio-temporelle. Donc, pour indiquer qu'effectivement, aujourd'hui, tout ce qui est importé, tout ce qui est d'origine externe coûte cher. Donc, je pense qu'il faut peut-être revoir un peu l'offre programmatique, n'est-ce pas, des contenus. Que ces contenus-là soient adaptés à nos réalités et que ces livres soient faits avec nos experts en matière d'éducation pour ne pas que le coût soit renchéri. Voilà, Maître Ledjo, je veux la place du parent dans tout ça. Cette situation-ci nous rappelle une autre, l'APEE. Oui. On nous a sorti des textes, on dit l'APEE n'est pas obligatoire. Mais le parent qui arrive, on vous dit, voici le circuit. Avant d'atteindre là, pour payer les frais exigibles, il faut d'abord payer l'APE. Ici, là, parfois, vous arrivez, le gouvernement sait que ça se passe comme ça dans les établissements. Les parents n'ont parfois pas assez de choix, mais la vie continue. Comment comprendre ça? Pauvres parents que nous sommes. Ah oui. Il faut être au Cameroun pour comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. La place du parent. Le parent est vraiment quelqu'un qui est jeté en pâture. Prenons le cas, ce récent cas avant d'arriver sur l'APE, si vous permettez. La sortie du syndicat des libraires, elle est malvenue pour moi. Comment ça? Elle est malvenue parce qu'en réalité, c'est une sortie égoïste. Elle est très égoïste, cette sortie-là. Le parent d'élève, celui que vous attendez dans votre librairie, vous ne vous souciez pas de son revenu. En réalité, l'époque de Go in English, mon livre unique de français, c'est une époque résolue. Mamadou et Bineta, on a utilisé ça combien d'années? C'est un gros business. Toute cette gesticulation-là, c'est un gros business parce que ça rapporte gros. Vous allez vous rendre compte que par matière, on vous impose au moins 3 livres. Heureusement, si mes souvenirs sont bons, l'outil a été rectifié l'année passée. Dire ou imposer à un parent de ne pas aller au poteau, d'aller seulement s'approvisionner à la librairie, cette solution est suicidaire. Cependant, s'approvisionner, je veux dire les fondateurs d'établissements qui ont cette malice habitude de vendre et les tenues de sport et les livres et il faut ça, l'autre là est à postrir. Sincèrement, c'est à postrir. Parce que rendez-vous compte, quand vous partez inscrire un enfant, voilà, mettez-vous à la place du parent. Le parent qui vient, on lui dit que on trouve tout ici là. Qu'est-ce qu'il fait le parent? Il veut que son enfant. Le parent d'abord n'est pas éduqué relativement à ses droits. Il ne sait pas qu'il peut se rapporter de la délégation régionale du commerce pour dénoncer ça. Mais comme il veut d'abord, de prime abord, l'intérêt de son enfant, il doit tout simplement se plier au caprice du fondateur ou du responsable d'établissement. Il paye ce qu'on a demandé. Moi-même qui vous parle, il m'est arrivé de payer ce qu'on appelle écusson
et tenue de sport et tenue de mercredi. C'est-à-dire des tenue gars de quoi? Vous dites tenue de sport, les cuissons, tenue de mercredi. C'est-à-dire ils ont développé un gros business. Le mercredi, vous ne portez pas la tenue ordinaire. Vous devez porter un polo estampillé au nom de... Je vous dis... Pourquoi seulement le mercredi? C'est un gros business, ça ne s'explique pas. C'est un gros business, tout simplement parce qu'on sait que la tenue du mercredi, on vend ça peut-être à 2000 si vous avez 2000 élèves. 2000 élèves fois 2000. Regardez la cagnotte que vous mettez à côté et puis vous ne payez même pas bien les enseignants. C'est ça. Vous partez sur l'exécution. Non, 500 000. On va pas mélanger les problèmes. Non, je vous dis que le parent est jeté en pâture. Revenons maintenant sur l'APE. Pour l'éducation de nos enfants. Voilà un autre. Le fait qu'on vende les livres à dans l'établissement scolaire. Non, dans l'établissement scolaire, ça doit être... C'est même proscrit puisque il y a souvent, à ma connaissance, il y a souvent les inspecteurs ou les contrôleurs de la délégation régionale du commerce qui descendent dans ces établissements. Et quand ils ont le flair de ce que ces gens-là vont descendre, tout est caché. Et quand on les surprend, malheureusement, c'est le sport favori. Quand on les surprend, c'est le sport favori, c'est-à-dire bisbi, on lui donne quelques enveloppes et puis il met RAS sur le PV, il rentre donner au chef au bureau. Il n'a rien vu sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Je parle avec autorité sur ce point. Ah, vous êtes... non, j'ai eu un vécu. J'ai été principal d'établissement par le passé. Ah, ok. Ah, ouais. C'est ce que vous faisiez? Non, tu ne peux rien faire. Tu n'es que principal, tu n'es pas fondateur. Ah, ce qui laisse croire que c'est le fondateur. C'est le fondateur, c'est lui. C'est là pendant que vous étiez principal. C'est lui, puisque vous ne pouvez, ça ne passe même pas par vous, vous n'êtes qu'un spectateur. Ça passe par la caisse là-bas. Ok, merci. Non, je voudrais juste nuancer un peu les propos de Maître pour ne pas que le parent soit l'unique coupable dans cette affaire. Il ne faut pas faire porter le chapeau. Nous, on parle du parent comme je veux dire, il ne faut pas que le parent porte le chapeau de cette responsabilité. Parce que tout à l'heure, dans le développement de l'aide, attendez, je vais dire pourquoi je dis ne pas le porter le chapeau. Ouais. Parce que dans le développement de Maître tout à l'heure, il m'a laissé percevoir que le parent n'avait pas de choix. Quand il se pointe à l'établissement, où on lui demande que pour que ses enfants soient admis en classe, il faut qu'il achète des livres sur place. Non, je vais dire que le premier réflexe qu'un parent doit avoir, c'est à la fin de l'année, c'est chercher à avoir la liste des manuels scolaires exigés aux enfants. Et à partir de ce moment-là, le parent a la latitude d'aller où il veut. Il a quand même cette liberté d'aller se procurer des manuels scolaires de son choix, là où il veut, quand il veut. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le problème véritable est la présence de ces manuels dans les établissements scolaires alors qu'ils ne devraient pas y être. Donc, si on fait le ménage en décidant que dorénavant, plus question qu'un seul manuel se retrouve en vente dans les établissements scolaires. Je crois que c'est ça la solution. Il ne faut pas venir dire ici que le parent parfois se trouve dans une situation où il est obligé d'acheter à l'établissement, ce qui est une entorse à la législation. Ok, Martinsan. Oui, monsieur Serge. Le parent dans tout ça, il est pris entre, on va pas dire deux feux, c'est l'expression consacrée depuis 2016, mais la place du parent dans tout ça, il est victime. Le parent, je dirais d'une part, il est victime parce qu'il ne peut pas acheter des livres de bonne qualité, des livres neufs. D'autre part aussi, je dirais que le parent est satisfait dès lors qu'il peut, n'est-ce pas, rapidement acheter un livre à bas coût à son enfant qui est, n'est-ce pas, élève. Cette situation est très ambiguë, si bien qu'on doit, n'est-ce pas, la prendre sur deux aspects, à savoir les avantages que le livre au poteau pose et, n'est-ce pas, les inconvénients qui concernent, n'est-ce pas, les libraires. On doit laisser tout le monde, on doit laisser le peuple camerounais, tout le monde acquérir le savoir. C'est pourquoi les libraires ne devraient pas, n'est-ce pas, appuyer sur la pédale, parce que le pauvre Camerounais n'arrivera pas aussi, n'est-ce pas, à inscrire son enfant ou à l'envoyer à l'école. Voilà. Puis Mokake? Yeah, on the same platform, I think that the government should take to consideration, like we said, the low-income earner. There are people in this country
who do not earn up to 15,000 francs a month. When you oblige parents to buy textbooks, and we know the kind of system we're living in, when you oblige parents to buy textbooks, and at times, like he was saying, I've noticed something with the educational system in Cameroon. They are almost becoming like the health sector, where a school does partnership with a bookshop. You come and they oblige you, or they tell you, go to this bookshop. This bookshop sells good books. Right. They sell good books because the bookshop must have paid some money into the bookshop. And you discover that low-income earners that parents are, who cannot even afford to pay the education of their children, they are obliged to buy textbooks. And at times, the greatest issue is not even the textbooks. The problem is, they say you must buy before you enter the classroom. Okay. And at times when you don't even buy, they drive you away from school, even though you've paid your school fees. So the government needs to rethink and redo some of these things. Thank you, sir. Merci, Martin Zan. Nous sommes arrivés au terme. Merci également à Prince Joel. Merci, Maître Achille Lejo. Merci pour nous associer. Voilà, au débat. Merci Alain Djipou. C'était un plaisir écuménique. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Equinox Soir, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Hello, Missa J. Dongamantum Division.